bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Thomas. Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente. A.K.A. Monsieur Thomas sur les réseaux. Il va se présenter, mais on est très contents tous les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se connaît bien. On se connaît un peu quand même, ouais. Et c'est tellement agréable de faire des interviews avec des potes, avec des gens que je connais. Je suis trop content. C'est la première fois que je fais une interview avec une pote. Ah oui, parce que toi, t'as fait beaucoup de formats, pas mal de formats courts. Ouais, ou format un peu plus télévisuel. Ouais. Tu vois, là, déjà, ça commence déjà. Hein. Ça commence. Mais du coup, ouais, c'est la première fois que je fais avec vraiment avec une pote, quoi. Donc, qui me connaît en plus. Oui. Donc, c'est plus rassurant, en vrai. Et puis, nous, on a vécu quelque chose que personne d'autre n'a vécu. On a mangé des hot dogs ensemble, enfin bref. À Central Park. Oui, on s'est rapprochés un peu à Central Park. Cet été, on a été ensemble à New York. Enfin, on s'est retrouvés à New York. Et c'est vrai que j'avais dit à Thomas, je veux absolument qu'on fasse une interview à Paris quand on refera des ITV. Et c'est trop cool, je suis vraiment contente. Moi aussi, je suis trop content. De pouvoir aussi te connaître à travers ce prisme-là, parce qu'il y a plein de choses que j'ai écrites dont on n'a jamais parlé ensemble. Ouais. Donc, je vais le découvrir en même temps que les gens qui regardent l'ITV. Mais j'ai hâte des questions que tu m'as préparées en vrai. Tu me mets la pression. J'ai trop hâte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on te présente pour les gens qui te connaissent pas forcément, qui connaissent pas ton contenu, et on peut parler d'autre chose que de ton contenu. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, je suis Thomas. J'ai bientôt 31 ans, mais j'ai encore 30 ans. Donc, on reste là-dessus, s'il te plaît. Monsieur Thomas sur les réseaux. Je mange. Et je fais de l'humour. Je fais de l'humour en mangeant. Oui. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas trop. J'adore raconter ma vie. J'adore manger. Oui, alors, Une pierre deux coups. pour expliquer, le réseau sur lequel tu as le plus d'abonnés, ta plus grosse commu, c'est TikTok. Ouais. Et quand tu dis « je mange », c'est que tu fais pas mal de dégustations, de restos. En gros, tu commandes, alors pour ceux qui connaissent pas le contenu de Thomas, c'est tous les midis quasiment. Ouais, pas tous les midis. Maintenant, j'étais sur tous les midis avant. Okay. Là, maintenant, depuis un an, j'ai quand même calmé un peu le jeu. Déjà parce que je prends des tailles de pantalon, on va pas se mytho. Et que en plus, il n'y a pas un nouveau restaurant qui arrive chaque jour. Tu vois. Et oui, donc tous les midis, un midi sur deux, un midi sur trois, ouais. Thomas commande. Ensuite, bam, il se filme dans son salon, même setup, dégustation. Mais il y a toujours un petit truc d'humour, une petite leçon. C'est pas juste on mange et c'est bon, c'est bon les boulettes, c'est bon ce que tu manges, enfin voilà. Et en fait, en plus, ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, tu vas avoir vraiment la team qui est là pour la dégustation et plus la team qui est là pour tout l'à côté. C'est-à-dire la petite danse qui est au début, il y a toujours une petite danse au début de mes dégustations pour ce que je vais raconter, pour toi les aussi. punchlines. Oui, peut-être. Ça, j'ai du mal à me rendre compte que ça peut être pour moi, tu vois. Mais bon, on va dire déjà, il y a ces deux teams-là, tu vois. Comment t'en viens à poster ta première vidéo sur TikTok ? Ma première vidéo sur TikTok, c'était pendant le confinement. Comme beaucoup, en vrai. Ouais. Mais moi, c'était tard, à la fin du confinement. Vraiment, j'ai passé tout le confinement à regarder des vidéos. Okay. Et puis à la fin, je dis moi aussi, je veux essayer. Mais tu vois, au début, je faisais des trends vraiment que tout le monde faisait et j'avais pas d'abonnés, tu vois. Enfin, surtout que... En plus, moi, j'étais déjà un peu vieux, tu vois. Enfin, j'avais déjà 27, 28 ans. Non, mais je veux dire, pour la moyenne d'âge, tu vois, j'étais quand même un peu vieux, tu vois. Si j'aime pas dire ça. Et en fait, une fois que j'ai repris mon travail, parce que j'étais directeur de magasin, le moment où j'avais le temps de faire mes vidéos, c'était pendant ma pause déjeuner. Parce qu'en fait, mon travail me prenait énormément de temps. Je faisais au moins 40 heures dans la semaine. En plus, comme j'étais le directeur, j'étais appelé même... tous mes jours de repos et tout. T'étais monsieur le directeur. Monsieur le directeur. On t'appelait monsieur le directeur. Non, ça va pas ou quoi ? Non, quelle horreur ! Ah non. Mais bon, techniquement, oui, j'étais à la tête du magasin, quoi. C'était rigolo. À midi, c'est le moment où tu peux faire tes petites vidéos. Et forcément, c'est ta pause déj. En même temps, il faut que tu manges, en même temps, tu fais des vidéos. Tu joins l'utile à l'agréable. Et puis, tu commences comme ça à faire des vidéos dégustation. C'est ça. Et il fallait que j'aille très vite. Donc, très peu de cuts, très peu de montage, parce que j'avais que 30 minutes de pause. Okay. Donc sur les 30 minutes de pause, il fallait que la vidéo elle soit tournée et qu'elle soit un tout petit peu montée et postée. Et que je mange aussi, soit dit en passant. Parce que après, il fallait quand même que je prenne ce temps-là. Donc c'était très rapide et je pense que c'est ce côté très naturel qui a plu aussi. C'est que genre, bim, je vous pose... On mange ensemble, on se fait une petite dégustation, on parle de tout et de rien. Une anecdote vendeur. Voilà, c'est ça. Ouais, à l'époque, je faisais les anecdotes de commerce qui marchaient très très bien. Et puis voilà, quoi, ça allait vite. Et en fait, ça a pris de l'ampleur. Et j'ai même remarqué des choses
que j'aurais jamais imaginé en commençant. C'est-à-dire que j'avais des messages qui me disaient merci parce qu'en fait, moi, je pense pas forcément à manger le midi. C'est pas quelque chose d'automatique. Et du coup, le fait que t'aies ta récurrence, là, pour le coup, comme je le faisais vraiment tous les jours, ça me rappelle que, oui, c'est l'heure de manger. Il faudrait que je me fasse à manger. Ah, ok. Un côté très ritualisé, finalement. Oui, et puis, en fait, j'avais beaucoup de personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, qui pensaient pas forcément à manger, et qui se disaient, là, il mange, donc je vais me faire à manger en même temps. Tu vois, je me pose, je vais faire à manger, et puis après, une fois que c'est prêt, on va manger ensemble. Ou au contraire, il y en avait aussi que ça déculpabilisait de manger, parce que on voit bien que moi, c'est pas un problème de manger quelque chose. J'aime bien manger des légumes, mais j'aime bien aussi manger gras. Et puis, mais tu manges de tout, et je trouve que d'ailleurs, ta façon de créer du contenu sur les réseaux, elle est très normale par rapport à l'alimentation. Il y a énormément de sujets autour des vidéos dégustation, autour des mukbangs, oui, ça, etc. je fais pas mukbang. Ouais. Mukbang, c'est quand il y a des quantités astronomiques de nourriture, où les gens mangent. Enfin, il y a quand même un vrai sujet aussi au sujet des troubles du comportement alimentaire sur tout ça. Et toi, tu manges ce que tu as préparé. Un repas, oui, j'ai un menu. Un repas, c'était classique, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est fou de se dire que tu rentrais à ce point dans le quotidien des gens. Ah oui, je m'en rendais pas compte, en fait, jusqu'à ce qu'on m'envoie vraiment des DM sur Insta, et on me disait merci, quoi. J'étais, pour moi, je faisais juste l'idiot devant la caméra. Non, c'est le cas, mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, on peut joindre le côté rigolo. C'est un petit peu utile quand même. Il y a un truc derrière. Et tes collègues, comment ils prenaient le fait que tu fasses des vidéos ? Est-ce que t'en parlais ou est-ce que tu faisais ça un peu en scred ? Je me suis toujours très bien entendu avec tout le monde dans mon magasin. Et après, tout ce qui était direction, donc au-dessus, tout le monde se regardait, en fait. Je sais pas comment. En fait, je pense qu'au moment des anecdotes de commerce, j'ai vraiment explosé et je pense que du coup tout le monde se partageait les vidéos, donc forcément il y a telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne, et du coup tout le monde l'a su. J'ai jamais eu de tabou, et en plus ce qui était très cool de la part de cette enseigne là, c'est que ils me suivaient et croyaient tellement en moi que quand j'ai demandé une rupture conventionnelle pour me lancer à 100% sur les réseaux, ils me l'ont accordé direct, et ils m'ont dit vas-y, franchement c'est trop bien ce que tu fais, on a envie de t'encourager. Parce que les ruptures conventionnelles en pleine crise du Covid, c'était en plus assez rare, tu vois. Et du coup, je trouve que c'était cool. Et ouais, les collègues, tout le monde était hyper content, tu vois. Alors après, ce qui était bizarre, c'est qu'il y a eu la période où vraiment j'ai commencé à augmenter en abonnés. Et là, pour le coup, les gens qui passaient devant le magasin et qui me voyaient de l'extérieur, il y en avait beaucoup qui rentraient juste pour me demander une photo. Oh, le meet-up avec le directeur. Voilà, ça c'était un peu compliqué parce que j'étais sur mon lieu de travail là, pour le coup. Donc j'en avais parfois qui pétaient un câble en disant mais attends, tu veux pas faire une photo, mais si t'en es là, c'est grâce à nous. Et j'étais là, en l'occurrence, si j'en suis là où je suis là maintenant, c'est pas grâce à vous, c'est juste mon taf en fait. Donc en fait, quand j'ai du trafic et tout, je peux pas me permettre de lâcher le magasin pour aller faire une photo, tu vois. Surtout que je voulais pas que ça se sache où je travaillais. Donc du coup, à chaque fois, je sortais dehors pour faire la photo pour pas qu'on voit l'enseigne. Okay. Donc c'était compliqué quand même. Et alors à quel moment tu fais justement la bascule entre Thomas, directeur de magasin, et Thomas, créateur de contenu à plein temps ? Écoute, assez rapidement finalement, au bout d'un peu plus d'un an. Alors moi j'étais très frileux parce que je suis quelqu'un de très peureux. Professionnellement, je suis pas très ambitieux. Tu vois, j'aime bien être... Ouais, ça on va en parler, ok. Et j'avais peur. Et c'est vrai que j'ai mon conjoint qui m'a énormément motivé à le faire. Il m'a dit, mais enfin, t'as qu'une vie, c'est maintenant que ça se passe. T'en as un peu marre du commerce, ça fait 10 ans que t'es dans le commerce, c'est maintenant. Et en fait, je suis rentré aussi en agence de talent. Et du coup, j'avais des partenariats qui venaient de plus en plus. Donc, j'avais quand même une source de revenus. Et je me suis dit, là, en fait, il va falloir faire un choix parce que je suis épuisé mentalement et physiquement parce que gérer mon travail de directeur de magasin en même temps que de gérer un compte à près d'1 million d'abonnés, plus un compte Instagram, et à l'époque j'hésitais aussi à me mettre sur YouTube, tu vois, mais c'est trop, je peux pas gérer tout ça. Alors je pense qu'il y en a qui y arriveraient très bien. Je pense que moi j'ai énormément de mal à gérer mon temps. Et j'étais crevé, enfin j'en pouvais plus. Donc j'ai dit là, faut faire un choix. C'est soit j'arrête les réseaux, soit j'arrête mon taf de directeur de magasin. J'ai dit les réseaux c'est maintenant. Je peux vivre pendant. Ça se trouve ça va durer que 6 mois, ça se trouve ça va durer 1 an, ça se trouve ça va durer 10 ans. Mais pendant cette période de temps, je pourrais dire que dans ma vie, pendant minimum 6 mois, j'ai vécu de me faire plaisir.
Et en vrai, il y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre ça. Et d'autant plus maintenant qu'on est en plein dans une crise où il faut quand même le dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus manger à la fin du mois en France. Et moi, j'ai ce privilège-là, c'est un privilège de m'amuser, de pouvoir avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir manger plus qu'à ma faim, de pouvoir partir en vacances. Et bah go, prends cette chance en fait, la laisse pas passer, tu vois. Et est-ce que tu avais en tête de te dire que si jamais ça ne marchait pas, tu pouvais toujours revenir Bien sûr. Et tu l'as toujours ça en tête Oui, toujours. Je n'aurais aucun problème à retourner salarié. T'étais heureux quand t'étais salarié ou dans ta boîte Oui, j'étais heureux. Après, j'en avais un peu marre du commerce. J'en avais un peu marre des clients. On va pas se mentir, parce que puis moi, je suis quelqu'un de très timide en plus. C'est vrai que les gens s'y attendent pas quand ils voient mes vidéos parce que je pars dans tous les sens, mais je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et du coup, de voir des gens toute la journée, et d'autant plus maintenant qu'on me reconnaissait, c'était énorme pour moi. Enfin, c'était vraiment une grosse barrière. Et du coup, alors j'étais heureux, mais quand j'ai eu cette porte de sortie éventuelle qui arrivait, je dis bon, bah, on va s'engouffrer dedans parce que ça va me permettre de voir autre chose, quoi. Je voulais te faire réagir justement à ce que tu disais sur le fait de ne pas être forcément très carriériste. Je dirais plus carriériste parce que tu as fait une vidéo TikTok où justement tu disais « je ne suis pas ambitieux ». Professionnellement. Et en fait, est-ce que c'est pas le terme, enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est plus carriériste peut-être. Est-ce que tu peux développer ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai pas dit carriériste dans le sens où pour moi... pour moi, du coup, carriériste, c'est ta carrière, mais ça peut être... non, ça veut pas forcément dire qu'elle va évoluer. Là, pour moi, c'était ambitieux. Et en fait, c'est vrai que dans la vidéo, c'est l'importance de la... En fait, vers la fin, j'en viens à dire que l'ambition, en fait, elle n'est pas que dans le travail. Oui. C'est-à-dire que moi, mon ambition, c'est de faire plaisir à mes proches, c'est d'être heureux avec mes proches, c'est de voyager, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Mon ambition, c'est pas, comme beaucoup le pensent, d'être chef d'entreprise, d'avoir beaucoup d'argent, pas spécialement. J'ai pas pour ambition d'être riche, j'ai pas pour ambition d'avoir le poste le plus important d'une entreprise, j'ai pas pour ambition de bosser comme un acharné toute ma vie. Tu vois ça, moi j'aime bien me laisser un petit peu porter, tu vois, par l'eau. Mais je trouvais ça hyper intéressant ce discours justement que tu avais parce que c'est vrai et en plus je pense que c'est exacerbé sur les réseaux sociaux où on a beaucoup de discours et qui sont très ok entre guillemets, très validés par plein de gens on est des entrepreneurs, on en fait plus et tout, mais on n'a pas tellement le discours inverse. Or tout le monde ne se reconnaît pas dans ce discours-là d'entrepreneuriat et surtout tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Il y a des gens qui sont très heureux d'être en entreprise et heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont très heureux parce que sinon comment les entrepreneurs pourraient fonctionner si derrière il n'y a pas des gens qui exécutent à merveille les tâches qu'on leur demande, quoi. Je suis complètement d'accord et justement c'est ça que je trouve intéressant parce que ça va être la question qu'on me pose le plus maintenant, c'est et du coup c'est quoi qui est prévu pour la suite? Et du coup tu comptes faire quoi après? Et tu vois, je suis genre oula, j'en sais rien, j'attends de voir ce qu'on me propose. Tu vois, déjà même si je n'avais pas eu mon conjoint, je n'aurais pas quitté mon emploi salarié. Ah, c'est vraiment Nico qui t'a mis C'est sûr, je ne l'aurais jamais quitté. Ok. Parce que j'aurais eu trop peur. Si j'avais pas... Tu vois, par exemple, c'est mon agent qui m'a créé ma société. Moi, c'est pas moi qui l'ai créé parce que je suis incapable de créer un truc pareil. Heureusement que j'ai une comptable qui gère ces trucs-là. Tu vois, enfin, oui, on en parlait tout à l'heure que c'est assez anxiogène. C'est que pour moi, en fait, tout ce qui est administratif, mais c'est une montagne pour moi. C'est même pas que c'est compliqué, c'est que pour moi, c'est une montagne et c'est presque même inenvisageable. Et en fait, pour moi, être ambitieux professionnellement, ça signifie aussi ça, tu vois. Et j'ai aussi la peur de faire les choses mal, la peur d'avoir trop de responsabilités et de ne pas réussir à m'en sortir et de me sentir me noyer, en fait, dans tout ça. Même parfois... y a des moments, pendant 3 jours, je vais plus rien poster et genre je vais faire le mort sur les réseaux parce que je me dis ah non mais là je reçois trop de DM, je reçois trop de commentaires, je suis trop sollicité, je reçois trop de mails, je suis trop invité partout alors que je suis pas légitime à être invité partout. Il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur aussi que je pense qu'on est beaucoup à partager en tant que créateur de contenu et du coup je trouve que il y a parfois une charge mentale qui est très prenante. Même si évidemment je vais pas me plaindre, il y en a qui vivent des choses bien pires. Mais c'est quand même factuel, il y a une charge mentale que je ne pensais pas avant d'arriver sur les réseaux. Et alors ton ambition, si tu la mets pas dans ton taf, où est-ce qu'elle est? Quel est ton rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est d'avoir ma maison avec mon chien, avec mon chéri,
qu'on puisse partir en vacances 1 ou 2 fois dans l'année et ne pas se priver et faire plaisir à mes proches. Pour moi, enfin, c'est le truc le plus important, tu vois. Avant de te lancer sur les réseaux, est-ce que tu regardais les réseaux? Parce que tu me dis que tu as regardé un petit peu pendant le confinement. Tu regardais qui? Moi, je suis très, très consommateur de réseaux sociaux. Alors, surtout YouTube. YouTube, vraiment... c'est-à-dire que tu vois, j'ai une télé chez moi, c'est pour YouTube. Mais on t'attend là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, t'es sur YouTube. Mais la chaîne, en plus, je suis apparu sur plein de chaînes YouTube, mais je n'ai pas... Alors si, il y a une chaîne Monsieur Thomas, mais n'allez pas la voir parce que vraiment, il n'y a rien dessus. Mais en fait, je ne veux pas être sur tous les réseaux pour être sur tous les réseaux. C'est-à-dire que si j'arrive sur YouTube, je veux emmener un truc qui va être soit différent de ce que je fais, soit différent de ce qui existe déjà. Je ne veux pas faire la même chose. Je ne veux pas être là pour être là. Déjà parce que... Il y a un pourquoi, en fait. C'est ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'idée qui apporterait un truc qu'il n'y a pas actuellement sur YouTube et qui est différent de ce que je fais sur TikTok et sur Insta, tu vois. Mais je reste, cela dit, ouvert, tu vois, parce que c'est vrai que je suis la génération YouTube en plus. Enfin, je dirais à 30 ans, c'est le premier réseau qui est arrivé, qui a explosé. Et moi, tous les YouTubeurs, je les regarde tout le temps, quoi. Allez, fais-moi ta petite reco. Je veux savoir ce que tu regardes. Qui tu regardes? Amixem, je suis très très fan d'Amixem. Jilcy aussi, énormément. J'adore Juju Fitcats, j'adore son nouveau contenu. Balance ton frigo et tout ça. J'adore ça. Qui est-ce que je vais regarder à chaque fois? Noolito, que j'aime beaucoup aussi, qui me fait rire. On nous compare très souvent d'ailleurs, Noolito et moi. C'est vrai, tu sais, quand tu le dis, parce que vous avez ce côté très naturel. Et aussi parce que James, il se filme toujours un peu au même endroit. C'est vrai. Et tu sais, je pense qu'il y a un truc un peu ritualisé comme ça. On sait qu'on va le retrouver chez lui avec sa mère ou pas, mais c'est toujours un peu le même genre de choses. Ouais, c'est possible. Et sur TikTok? Sur TikTok, j'adore Juki du Love. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois très bien qui c'est. J'adore Juki du Love. Qui est-ce que j'aime beaucoup? Elle s'appelle Marie, alors je ne sais plus son compte, je te l'enverrai. Qui fait des outfits of the day, qui est très naturel aussi, qui se plaque les cheveux en arrière et qui a une manière de monter. En fait, c'est son montage qui est hilarant. Je te l'enverrai, elle est incroyablement drôle. Je vous mettrai de toute façon toutes les recos de Thomas dans la description. Et j'ai beaucoup de comptes cuisine. Alors c'est drôle parce que je mets en favori les recettes de cuisine partout. Mais je cuisine pas. Tu cuisines pas, toi? Non. Mais j'ai des recettes de cuisine en favori sur tous les réseaux. Alors attends, la vérité c'est quoi? Est-ce que tu les envoies pas à ton chéri derrière? Et pour qu'il me les fasse. Tu peux pas me faire ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Surtout qu'en plus, comme il est pesco-végétarien, Nico, donc il mange du poisson, mais pas de viande. Du coup, quand il y a de la viande, je dis, tu l'as fait en version pesco-végétarienne, comme ça, en plus, tu peux te faire une vidéo en même temps. Oui, parce que Nico a aussi un petit compte de chéri Thomas, je vous mettrai dans la description, il fait plein de super recettes. Et effectivement, tu joues de l'utile à l'agréable. Exactement. Exactement. Mais j'ai beaucoup de cuisine. Et des vidéos comme ce que tu fais, c'est-à-dire de la vidéo de dégustation, est-ce que tu regardes aussi des contenus comme ça? J'ai Poppy. Poppy, et puis alors en plus c'est quelqu'un que j'adore, Poppy. C'est ton ami même. Oui. Dans la vraie vie. Oui, c'est quelqu'un qui est, alors je pense que comme on est un peu plus âgé, désolé Poppy, mais comme on est un petit peu plus âgé, je pense qu'il y a ce truc de, on est très nature, et c'est vraiment la même personne dans la vraie vie que... Elle est tellement gentille. Elle est vraiment gentille, elle est très timide aussi, je me reconnais beaucoup en elle, et je pense qu'elle se reconnaît aussi un peu parfois en moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Comme vous êtes proches, je me suis dit ce serait cool que Poppy te pose une question. Mais non. La personne est là. C'est incroyable. Vraiment, j'avais l'impression de t'avoir amené Laurie chez toi à l'époque. C'est ouf parce que je viens à parler de Poppy et tu as préparé ça. Alors, tu as l'impression que tu viens d'en parler tout seul, mais je t'ai doucement amené pour que tu balances Poppy. Je t'avoue que si tu l'avais pas dit, ça m'aurait un petit peu embêté parce que j'aurais dû faire il a fait une transition un peu grossière. Alors attends, je te montre une vidéo de la dame. Coucou mon Thomas. Alors je sais que tu es en interview avec Alix aujourd'hui et vu qu'on s'apprécie beaucoup, je voulais te demander quelque chose. J'ai remarqué que dans les débuts de tes vidéos, c'est toujours très énergique, il y a toujours des petites musiques, tu fais des danses, c'est une énergie folle que tu as. Et je me disais, est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que des fois c'est un peu plus difficile? Comment tu trouves cette énergie débordante, cette créativité que perso, je trouve incroyable? Oh, je l'aime trop! Elle est trop mignonne et effectivement, elle dit quelque chose qui est vrai et dont on parlait juste avant, c'est que t'es un peu timide aussi. Et dans tes vidéos, quand on regarde tes vidéos,
T'es pas timide du tout. Ouais, mais parce que je suis tout seul. Et c'est pour Je suis tout seul. Alors, mon énergie, effectivement, elle n'est pas toujours débordante comme ça. C'est pour ça qu'avant, en fait, je me forçais à faire ma vidéo et à être tout le temps plein d'énergie. C'est-à-dire que littéralement, je pouvais être en déprime 3 minutes avant, j'allumais la caméra, bim, enfin, personnage, clac. Et en fait, j'ai remarqué que ça se voyait. Même si je pensais que... Enfin, je pense que les abonnés ne voyaient pas en soi, mais ils devaient quand même le ressentir parce que systématiquement, les jours où j'avais pas cette énergie-là, ça faisait toujours un petit peu moins de vues, un petit peu moins de likes, tu vois. Et maintenant, s'il y a des jours où vraiment je suis en down, je ne peux pas, je fais pas. Mais c'est pour ça aussi que tu te filmes tout le temps chez toi. Parce qu'en fait, quand on réfléchit au truc, tu sais, de faire des dégustations de restaurants, tu les fais jamais dans les restos. Ça arrive, mais c'est très très rare. Après, c'est ce qui fait aussi la singularité de ton contenu et c'est ce qui fait aussi la différence. C'est cool, tu vois, dans un écosystème où il y a de plus en plus de gens qui font des dégustations de restaurants, de savoir que dès que j'allume, tu vois, ta vidéo, j'identifie direct que c'est toi. À la différence de gens qui vont peut-être filmer la devanture. Un peu à droite à gauche, ouais. Au moins, tu vois, c'est très identifié. Mais je me demandais si c'était juste pour identification du contenu ou est-ce que derrière c'est aussi parce que c'était peut-être compliqué pour toi de te filmer. C'est surtout la timidité, plus que l'identification du contenu. Et j'ai cette peur de toujours déranger. Tu vois, par exemple, je sais que je serai en train de manger, j'ai 2 personnes qui arrivent à côté de moi avec une ring light, avec un trépied, avec une cam, qui parle fort et qui testent les trucs et tout. Je pense que je ferais... en fait, moi, je suis en train de payer mon resto. C'est vrai. Non, mais c'est un truc tout bête, tu vois. Et je pense qu'il y en a plein qui n'y pensent pas, mais je ne me verrais pas imposer ça. Tu vois, j'ai testé un resto de ramen il y a pas longtemps et en fait, ils nous ont... Donc, je préviens toujours avant, tu vois, et ils nous ont réservé une table. La table était vraiment pas du tout isolée, surtout qu'à Paris, c'est pas comme... tu vois, les restos, c'est souvent que les tables, elles sont très très proches les unes des autres, tu vois. Et quand ils m'ont montré la table, j'ai dit, non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire de contenu ici parce que j'ai 4 personnes de chaque côté. Enfin, ils sont en groupe, ils sont en train de manger, ils sont tranquilles, je vais pas me mettre à parler. Et en fait, du coup, ils m'ont isolé. En fait, j'ai besoin d'être isolé. Et c'est vrai que je vais avoir du mal à... Moi, comme je suis très spontané, je vais avoir du mal à refaire mes blagues, tu vois. Et c'est aussi pour ça que parfois, par exemple, le monde de la télé, pour moi, c'est très compliqué. Parce qu'il y a plein de monde derrière la caméra, parce qu'on te demande de refaire tes blagues, parce qu'on te demande de tout ça. Et pour moi, c'est comme je disais, c'est une montagne, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour certaines personnes, ça, ce serait un petit caillou. Moi, pour moi, c'est un mur. Non, mais après, chacun sa sensibilité, tu vois, avec tout ça. Ouais, des choses sûr. que toi, tu fais. Mais il y a plein de gens qui seraient hyper à l'aise en public, à faire des conférences devant peut-être 200 personnes, mais qui seraient incapables de faire une vidéo chez eux en se disant qu'il y a 1 million de personnes, tu vois, qui peuvent l'avoir. Ça, je ne me le dis pas. Oui, non, tu ne me le dis pas. Je suis désolée si je t'ai bien pris. Non, mais... Oui, effectivement, si tu le conscientises, là... je le conscientise pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Pour moi, il y a 2 personnes, tu vois, il y a toi et Nico, vous regardez, vous m'envoyez un message, c'était drôle, tu vois. Genre, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, tu vois, c'est... J'arrive, maintenant je me rends beaucoup plus compte parce que forcément, quand je vais dans la rue, quoi, enfin, on m'arrête, on va pas se mentir, on m'arrête. On te dit quoi quand on t'arrête ? C'est toujours très bienveillant, c'est toujours merci pour ton contenu, tu me redonnes le sourire même quand ça va pas, c'est toujours plein d'amour, j'ai jamais eu de négatif. Non, tu vois, même encore ce matin, je promenais mon chien, j'étais vraiment en joggos, et il y a un mec qui est venu, il me dit « Ah, je te serre la main parce que je t'aime trop ». Et tu vois, genre, ça fait du bien, quoi. Genre, je le prends, ce positif-là, dans la vie, tu vois. C'est rare, les métiers où on t'arrête dans la rue, tu sais, t'es en train de marcher, pour te dire « Je t'aime ». Et puis les gens s'en vont, tu vois. Ça, c'est un truc, effectivement... Au début, c'est perturbant. Quoi. Au début, moi, ça m'a perturbé. J'étais « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en vrai, c'est incroyable. Tu te souviens de la toute première fois où on t'a arrêté ? Oui, alors la toute première fois qu'on m'a arrêté, c'était pour me dire du négatif. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la dernière fois que j'ai eu du négatif. C'était... en vrai, c'est drôle parce que je ne m'appelais pas Monsieur Thomas à l'époque. J'avais un autre réseau. Enfin, j'avais pas un autre réseau. Oh, mais je suis passée à côté de cette énormité. Attends, parce que j'avais un autre pseudo, par réseau, qui était très proche de mon nom de famille, donc du coup, tu vois, mais à l'époque, j'avais quoi ? J'avais 5000 abonnés sur TikTok et je devais avoir 300 abonnés sur Instagram, tu vois. Et j'étais dans mon magasin, justement, et il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Mais je vous connais ».
Et moi, j'étais à aucun moment, je me dis que ça vient des réseaux, tu vois. Je dis, ça me dit rien. Enfin, je viens pas d'ici. En plus, je suis pas de Paris. À la base, je suis de Touraine. Donc, elle me dit, mais non, mais vous êtes sur TikTok, vous êtes... Et elle n'a pas su dire mon pseudo, puisque c'était... Mon nom de famille est très compliqué, en plus. Okay. Elle dit, mais vous êtes Monsieur Thomas. Et je dis, oui. Elle dit, j'aime pas du tout ce que vous faites. Oh, la violence. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement naturel, comment c'est sorti. Vraiment, ça m'a soufflé. Et en même temps, j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai dit, mais vas-y, en fait, je vais m'appeler Monsieur Thomas. Et c'est comme ça que t'as trouvé ton pseudo. Après, du coup, j'ai hésité entre si je m'appelais Monsieur Thomas ou... je crois que c'était Sœur Thomas, tu sais, en anglais, j'ai dit. Okay. Et j'avais fait voter les abonnés, ils ont voté tous Monsieur Thomas, donc c'est resté Monsieur Thomas. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je m'appelle comme ça. Je trouve ça hilarant, en fait. Et c'est la première personne qui m'a reconnu. Elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas, mais en plus sans une once de méchanceté. Elle était juste hyper honnête. Non, c'est pas méchant. Mais bon, je suis pas fan, mais t'es pas méchant, voilà, quoi. C'est ça. Et je dis non, mais c'est trop drôle. Je trouve ça hilarant. Est-ce que tu penses que cette femme sait que c'est grâce à elle que... Je pense pas. T'imagines ? Je pense pas, parce qu'en plus, c'est une cliente qui venait assez souvent, parce qu'elle était même... Je me souviens qu'elle était revenue, et moi, je l'avais pas reconnue tout de suite. Et elle m'a dit, ça va, vous, en ce moment ? Et là, j'avais quand même pris plus d'abonnés. Là, il y avait eu quelques mois d'écart. Et moi, je pensais qu'elle me parlait encore une fois comme une cliente. Je dis, oui, le commerce va pas très bien, parce qu'avec la crise du Covid, elle dit, non, mais vous nous prenez quand même un peu pour vos psys, hein. Et du coup, j'étais, hein ? Elle dit, oui, dans vos vidéos, à raconter toute votre vie comme ça. Et du coup, j'ai refait le lien, et je dis, elle revient me dire vraiment qu'elle n'aime pas. Elle clique quand même, hein, elle regarde les dégustations. Hein. Et, mais en vrai, elle est incroyable, cette femme. Moi, je l'adore, genre, je rêverais de manger avec elle. Hein. Si elle regarde, peut-être qu'elle regardera l'interview, du coup. Là, c'est vrai. Elle regarde quand même beaucoup de choses, finalement. Est-ce que vous ne m'aimez toujours pas ? C'est jamais passé, genre ? Faites un petit mot de passe dans les commentaires dans lequel Thomas pourra comprendre que vous êtes vraiment cette cliente. Ouais, c'est vrai. On va tous être là dans les commentaires à regarder. Juste avant, je t'ai montré une petite vidéo de Poppy, quand j'avais fait son interview. Comme vous faites des contenus dégustation qui sont pas les mêmes, pas le même genre de dégustation, mais vous êtes quand même dans la même niche, alimentation, dégustation. Il y a un rapport avec la nourriture qui est important parce que finalement, ton métier, c'est aussi de manger. Oui. Un peu, quand même. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça a fait changer ton rapport à l'alimentation ? Est-ce que tu arrives quand même à manger encore par plaisir ou est-ce que ça devient un travail Alors, je mange toujours par plaisir. Vraiment, pareil, s'il y a des jours où j'ai pas envie de manger un truc, pareil, je vais pas faire tourner la vidéo. Vraiment, je ne me force plus. Mais oui, je mange toujours par plaisir. Alors, je pense que je suis peut-être plus exigeant. Tu vois, par exemple, je le remarque quand on va dans des restaurants que je filme pas particulièrement, entre amis, tu vois, où tout le monde va être, c'est incroyable. Et je suis genre, c'est pas si incroyable quand on prend tu vois, je vais regarder plus le prix par rapport à ce qu'on mange. Aussi, moi, mon rapport au prix va avoir changé. C'est-à-dire que... Avant, un truc qui va me coûter 4 € pour, 4 € pour une pâtisserie, je me serais dit, c'est quand même pas donné. Alors que maintenant, une pâtisserie à 20 balles, je vais me dire, ouais, ça va, en fonction du pâtissier, tu vois. Je ne parle pas spécialement de Cédric Grolet parce que je sais que tout le monde pense à... Ouais, là, j'ai eu la vision de lui en train de pétrir son énorme pâte à croissant, là. Non, mais en fait, je remarque que, tu vois, même, forcément, j'ai été visité par plein de pâtissiers, à aller voir comment est-ce qu'ils fabriquaient leur pâtisserie, le chocolat, tout ça, en fait, tout ce qui est fabriqué française, même jusqu'à chez des agriculteurs. Un truc tout bête, tu vois, je suis allé voir des agriculteurs faire planter du blé pour qu'au final, tu vois, donc je me rends compte du nombre de personnes en fait que ça fait travailler juste de faire une pâtisserie. Et ça, on s'en rend plus compte parce que en peu de temps, on a tellement tout industrialisé. C'est-à-dire que même à l'époque de nos grands-parents, donc c'est-à-dire 2 générations au-dessus, il n'y avait pas autant d'industrialisation. Tu sais, par exemple, même un truc tout bête qui n'a rien à voir avec la nourriture, mais maintenant, je pense qu'on te le dit aussi très souvent, ton vêtement, tu peux donner la référence. Alors qu'en vrai, un vêtement, il n'y a pas forcément une référence, parce que c'est pas forcément un vêtement qui est fait en chaîne. Et c'est pareil avec la nourriture. C'est pas forcément une chaîne, donc chaque pâtissier, chaque cuisinier va faire son truc qui peut effectivement coûter très cher. Parce que justement, ce n'est pas fait en chaîne, c'est pas fait en suffisamment grand nombre pour pouvoir baisser le prix. Ok, donc en fait, finalement, ton contenu sur les réseaux a surtout permis à t'éduquer autour de l'alimentation, autour des process de fabrication, etc. Ok.
Ouais, complètement. Alors, évidemment, je vais par contre toujours adorer aller dans certains fast-food, hein, bien sûr. Mais je vais prendre beaucoup plus de plaisir à aller dans des restaurants où, oui, je vais peut-être payer un peu plus cher, mais par contre, tu te rends compte de tout le travail qu'il y a derrière et c'est juste énorme, quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ton alimentation, elle reste hyper variée, oui. Tu manges de tout. Ah, oui. Et en lien avec l'alimentation, deuxième sujet que j'avais aussi abordé avec Poppy, que je trouve intéressant avec toi, c'est aussi le rapport au corps, parce que comme tu es exposé sur les réseaux, de toute façon, qui que tu sois, dès que tu manges, dans tes commentaires, forcément, tu as des questions sur... tu as des commentaires sur le poids, sur le rapport au corps. Comment est-ce que ça, tu le vis, toi ? Est-ce que ça te touche ? Est-ce que ça te touche pas ? Est-ce que t'en as ? Est-ce que t'en as pas ? Alors, j'en ai eu énormément des problèmes par rapport à mon corps. Mais vraiment, quand je te dis énormément, c'était presque à ne pas pouvoir sortir. Hein. Sans pull, sans manteau, sans tout pour cacher. Mais ça, c'était avant les réseaux. Je pense que maintenant, je me vois, en fait. Donc, je sais que j'ai des formes. Je sais que je suis pas forcément mince, mais ça me complexe pas. Et je pense que les gens le ressentent parce que finalement, j'ai très très peu de commentaires du style t'as grossi, ou j'en ai, bien sûr que j'en ai, et je vais avoir tendance soit à bloquer, soit à essayer d'éduquer un petit peu, non pas parce que je suis vexé, mais juste pour éduquer dans le sens où on commande pas le corps des gens en fait, ça te regarde pas, et même sous cette espèce d'excuse de la bienveillance, oui mais c'est pour ta santé, on se connaît pas, tu vois, donc non, c'est juste de la méchanceté. Mais non, vraiment, ça me touche pas. Autant je peux apporter beaucoup d'importance au regard des autres, mais pas là-dessus, en tout cas. Et le rapport à l'alimentation dans ta famille, parce que finalement, ça vient aussi beaucoup de l'éducation. Tu vois, notre façon de... tout ce que tu disais juste avant, tu vois, de conscientiser la chaîne alimentaire, etc. Est-ce que tu as été éduqué dans ces valeurs-là, ou est-ce que c'est toi, plus grand, qui a appris à découvrir ? Bien la question, la vache. Alors, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que, alors, mon père, aucun problème avec l'alimentation, pas du tout de complexe au niveau du corps, mais c'est pas mon père qui m'a élevé. Mes parents sont séparés. C'est pas mon père qui m'a élevé. J'y allais juste un week-end sur 2, donc je le voyais très peu. Mais pour le coup, du côté de ma mère, aussi bien mes grands-parents que ma mère, toutes ces personnes-là, il y a un énorme problème vis-à-vis du poids. Il y a énormément de grossophobie dans ma famille, je l'ai toujours vécu, il faut pas manger ça, il faut pas manger ci, faut faire attention à ce que les autres vont dire si tu grossis, vaut mieux, c'est horrible hein, ce que je vais dire, hein, mais j'ai entendu des choses, c'est-à-dire vaut mieux être anorexique que obèse. Hein. Donc j'ai baigné là-dedans, et j'ai toujours, en fait, au début, pour moi, c'était juste la norme. J'étais pas donc du coup quelqu'un qui est gros, c'est qu'il le fait exprès, en fait, parce que j'ai été élevé comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que non, en fait, c'est compliqué de se dire que ta famille qui t'a élevé, qui est pour toi, en fait, ta famille, c'est la voie de la raison. En fait, ils ont tort. Et en fait, surtout quand t'es pas confronté à autre chose, une autre réalité, tu peux pas te rendre compte qu'il y a un problème. Exactement. Et du coup, moi, je me suis complètement éduqué là-dessus. Et à tel point que, en fait, ça me semble tellement invraisemblable. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage maintenant, du côté de ma mère, je parle quasiment plus à personne, mais à part ma petite sœur. Dans mon entourage, j'ai personne qui parle comme ça. Personne. Et je vais te dire, s'il y a une personne qui vient me faire de la grossophobie ou du body shaming ou toutes ces choses-là, elle dégage de ma vie. C'est-à-dire que, je ne veux pas qu'on commente le corps des autres, on les laisse tranquilles, et je ne veux pas qu'on donne son avis alors qu'il n'est pas demandé, quoi que ce soit. Je m'en fiche, je veux même pas l'entendre. Et tu sais, à Noël, je retourne toujours un petit peu quand même voir la famille, et ça me fait toujours bizarre de me dire, ah ouais, en fait, ça existe encore. Tu vois, il y a encore ce truc de, oh là là, mais j'ai trop mangé, du coup, je vais être grosse. Tu vois ? Donc toi, t'as évolué, mais pas ta famille. Bah non. D'accord. Et ça, ça m'embête de me dire que ma famille pense ça. Tu vois ? Moi, à chaque fois que je vais les voir, et ils me disent... tu vois, j'ai un compte-rendu de où en est mon corps, tu vois. Ah, t'as pas grossi, ça va. Ah là, par contre, tu feras attention, t'as un peu grossi, c'est pas bien. Attention à ce que les autres, ils vont dire. Hein. Mais en tant qu'adulte, comment tu réagis face à ça ? Au début, j'étais énormément dans la confrontation. Dans la confrontation de tout cet état d'esprit, ce qui fait que maintenant je ne parle plus du tout à ma mère.
Alors pour d'autres problèmes aussi, hein, mais ça en fait partie en fait de ce genre de discours. Et maintenant, je laisse pisser. Parce que, en fait, maintenant, j'en suis aussi arrivé au point où ma santé mentale, elle est peut-être plus importante que tout ça. Et en fait, c'est pas à leur âge que je vais les éduquer. Donc, qui continuent à penser comme ça, je me dis, bon, ils voient pas beaucoup de gens dans leur vie, donc ils vont pas faire de mal à grand monde. C'est juste que c'est leur manière de penser. Donc, ils vont rester dans leur bain à se dire ça. Mais ça fera pas de mal aux autres. Donc, maintenant, je laisse pisser, en fait. À quel moment tu as eu ce déclic de comprendre que ce que tu voyais dans ta famille n'était pas la norme, mais que c'était plutôt un modèle dysfonctionnel ? Tu sais qu'au final, les réseaux, alors non en tant que créateur de contenu, mais en tant que consommateur de réseaux, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Plein de gens qui, en fait, t'ouvrent l'esprit sur des choses auxquelles tu n'avais pas idée. En fait, tu as accès à plein de points de vue différents. Et en fait, tu vois, pour moi, il y avait plein d'aspects que je ne connaissais pas du tout. Alors après, j'ai jamais... et ça, j'en suis heureux, j'ai jamais body-shamé quelqu'un. J'ai jamais dit non, je veux pas que ce soit mon ami, il est gros, ou je veux pas que ce soit mon ami, il est trop maigre. Ça, j'ai jamais fait. J'avais quand même déjà, même si j'étais pas d'accord avec ma famille et que j'ai été élevé là-dedans, j'avais quand même déjà cet état d'esprit un peu en moi en disant oui, moi, le corps des autres... je m'en fiche un peu tant qu'ils sont bien, tu vois. Et c'est vrai que les réseaux, ça m'a permis de me dire, mais ah ouais, en fait, on est nombreux à penser comme ça. Et en fait, c'est plus normal de penser comme ça que l'inverse, quoi. Et en ayant grandi dans cette ambiance, t'étais quel genre d'enfant ? Est-ce que t'étais un petit garçon heureux Je peux pas dire que j'étais malheureux. À la maison, j'étais pas malheureux. Mais j'avais quand même ce truc de je me sens pas forcément compris. C'est-à-dire que moi, non seulement j'ai toujours été pleinement conscient de mon homosexualité, mais du coup j'avais quand même ce truc de il va falloir à un moment quand même que j'en parle. Cette espèce de coming out en fait. Ouais. Out, okay. Plus j'étais pas forcément en accord, surtout à l'adolescence, avec ce que de ce que ma mère et la famille du côté de ma mère disait à propos des autres. Plus, je pense que tu vas m'emmener un peu sur ce sujet, ça se passait très très mal au collège. Ok. Et du coup, il y avait ce truc de je me sens complètement incompris par ma famille. Donc je le vivais pas comme de la tristesse à ce moment-là, donc je peux pas dire que j'étais malheureux. Mais j'étais pas non plus pleinement heureux. Et c'est vrai que pour ma famille, on a toujours eu relativement d'argent. Donc du coup, si on partait de ce principe, j'étais forcément heureux, puisqu'on avait de l'argent. Ok. Mais ça, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc ça faisait encore un truc que je me sens encore une fois incompris. Et donc je me suis toujours senti un peu bizarre par rapport aux autres, tu vois. Oui, puis si à la maison, tu te sentais pas très bien, à l'école, tu te faisais harceler, au final, il n'y avait pas vraiment d'endroit dans lequel t'étais bien. Ouais, non. Donc, dans ma chambre... à écouter ma musique, ouais. Mais je suis quelqu'un... Alors, j'ai beaucoup d'amis. J'ai pas énormément d'amis, mais c'est ma famille, tu vois. Mais j'ai aussi besoin d'être très solitaire. J'ai toujours été très solitaire et je fais vite une overdose de monde. J'ai besoin de me retrouver seul, quoi. Et j'ai toujours été comme ça. Et à l'école, ça portait sur quoi, ce harcèlement ? Sur mon homosexualité. Que je ne savais pas à l'époque, pour le coup. Enfin, j'avais bien conscience que les hommes m'intéressaient plus que les femmes. Je veux dire, tu vois, pour faire un peu d'humour là-dessus, que j'ai toujours plus voulu être Pocahontas que John Smith ou Jasmine que Aladdin, tu vois. Donc j'avais bien conscience, je jouais aux poupées Barbie. Alors pour le coup, à ce niveau-là, ma famille était très ouverte parce que on m'a jamais empêché d'avoir des Barbies. Tu vois, par exemple, on allait m'acheter des Barbies. À Noël, j'avais des Barbies, j'avais des Polly Pocket. Parce que j'ai grandi avec 3 sœurs et du coup, c'était aussi normal. Mais je sentais bien que je me sentais mieux avec les filles. Je sentais bien que les premiers amours, j'avais plus envie que ce soit avec un garçon qu'avec une fille. Et j'étais aussi très très maniéré. Alors, je sais que maintenant, je suis toujours maniéré, mais je suis pas non plus la personne la plus maniérée du monde. Mais dis-toi que moi, je venais du fin fond de la Touraine, dans un village où il y avait, mes premières années, c'était dans un village où il y avait littéralement 600 habitants. Ensuite, je suis allé dans une petite ville qui avait 2000 habitants. J'étais vraiment,
la personne la plus homosexuelle qu'elles aient jamais vue de leur vie. Tu vois, vraiment. Donc, pour tout le collège, c'était... j'étais connue comme... je déteste ce mot, mais la folle. J'étais la folle du collège, quoi. Et là, est-ce qu'il y a des adultes qui réagissent à ça ? Ou est-ce que tu vis ton harcèlement, t'es seul, je suis complètement et seul. on te harcèle pour qui tu es, en plus ? Je suis complètement seul. Là, pendant... c'était mes 4 ans de collège. Ça a commencé directement dès le premier jour. Dès le premier jour, on m'a insulté de PD, désolé pour le mot, hein. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. En fait, j'ai compris, au fur et à mesure, quand j'entendais des tapettes, des tarlouses, que c'était quelque chose qui était négatif, mais je ne savais même pas te mettre une définition dessus. Les professeurs le voyaient, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire insulter même en cours, à voix haute, d'un seul coup. Et je me souviens d'une de mes profs qui avait dit « J'espère que j'ai pas entendu ce que je viens d'entendre ». Bah si, tu l'as entendu, du coup. Super. Et mais personne n'a rien fait. Et du coup, j'ai fait mes 4 ans de collège. Et moi, j'ai toujours été un élève excellent. Et mes notes ont dégringolé parce que j'étais malheureux. Là, pour le coup... Attends, c'est hyper violent. Et du coup, ma mère a demandé à ce que je redouble ma 3e. J'ai quand même eu mon brevet des collèges. Mais comme j'avais pas suffisamment de bonnes notes selon eux, et que j'étais juste un fainéant qui veut pas travailler, parce qu'en fait, en plus, je n'en parlais pas à mes parents. Parce que pour moi, c'était la honte. C'était la honte. C'était la honte parce que tu voulais... Ah oui, t'avais pas fait ton coming out encore. Non, j'avais pas fait mon coming out, déjà. Donc tu voulais pas dire pourquoi on te harcelait, c'était ça, en fait ? Et puis en plus, oui, déjà, il y avait ça. Et puis tu te rends compte... Alors, bien sûr, c'est pas du tout la bonne façon de penser, hein. Mais moi, à l'époque, c'était... Tu te rends compte, si ma famille apprend que je suis la risée du collège, la honte, quand même. Ah, tu le voyais comme ça. Je suis la personne qui se fait taper, qui se fait cracher dans les cheveux. J'allais manger dans les toilettes le midi parce que j'étais tout seul à la cantine. Donc après, j'ai eu quelques amis, mais je me retrouvais quand même souvent seul parce que elle faisait comme si elle voyait rien, tu vois. Et à l'époque, j'étais hyper content qu'elle fasse comme si elle voyait rien, parce que je voulais surtout pas qu'on en parle de ça. C'était, c'est bon, on fait comme si ça n'existait pas, on met pas le doigt dessus, et personne ne réagissait. Personne ne réagissait. C'est hyper violent comme, les phénomènes de harcèlement. Ouais, c'est horrible. Hein. Si aujourd'hui tu peux donner un conseil à un jeune qui a vécu ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais, toi, en tout cas, qui aurait pu t'aider ? Tu vois, si on peut essayer de se dire, ok, au moins ça va servir à quelque chose pour donner un conseil. Je dirais que t'es pas tout seul. En vrai, t'es pas tout seul. Maintenant, avec l'accès à Internet, alors il y a l'aspect positif, négatif, c'est-à-dire que du coup, même quand t'es chez toi, le harcèlement moi au moins le harcèlement il s'arrêtait chez moi, tu vois. J'avais ma bulle quand même. Là, ça peut continuer avec Internet, mais il y a quand même du positif, c'est-à-dire que tu peux trouver des personnes qui sont dans la même situation que toi. Il y a des numéros d'aide qui existent. Tu peux demander l'aide, c'est-à-dire qu'un enfant peut appeler ce numéro. On mettra les numéros d'aide dans la description. Et dire, là, en fait, je me fais harceler, j'ai besoin d'aide. Et surtout, il faut que la honte, ce soit pas la personne qui soit harcelée, qui l'est, en fait. Il faut que ce soit vraiment le harceleur qui ait honte. C'est-à-dire que moi, ce que je conseillerais, c'est d'en parler. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui vont nous aider. Et surtout pas se refermer parce que ça laisse des traces. Hein. Après, ça a fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, tout ça, tu vois. Mais je sais que ça laisse encore des traces et même encore aujourd'hui, le moindre... Tu vois, par exemple, quand j'ai 2-3 commentaires négatifs qui arrivent dans la journée, ça me replonge direct là-dedans, tu vois. Je vais directement me dire, tu vois, je vais me mettre sur la défensive et ça va me toucher beaucoup plus. Et justement, j'allais te demander les stigmates. Ouais, ça laisse énormément. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. C'est-à-dire que je vais toujours partir du principe que les gens ne vont pas m'aimer. Et malgré tout l'amour que je reçois au quotidien, même encore maintenant, je vais partir du principe que je dois prouver que je suis quelqu'un d'appréciable et que je suis quelqu'un de bien, tout le temps. Et j'ai aussi énormément de mal avec l'homme hétéro. J'ai beaucoup de mal à aller vers lui. Parce que c'était... C'était mon harceleur. Okay. C'était les hommes. C'était surtout les hommes. Hein, et j'imagine hétérosexuels, puisque moi, on me renvoyait mon homosexualité. Donc, j'ai beaucoup de mal. Tu vois, je vais toujours avoir besoin de dire. Alors, par contre, je suis gay, ça te dérange pas ? Tu vois ? J'ai quand même besoin. Alors maintenant, je le fais plus, mais tu sais, je vais essayer de l'emmener quand même un peu de. Par contre, je suis gay.
Et en fonction de comment il réagit, bon, c'est bon, il est à l'aise, tu vois, parce que je me dis, est-ce qu'il va pas avoir peur que je le drague? Est-ce qu'il va pas avoir peur que, même juste si je lui touche la main en geste d'affection, est-ce qu'il va pas, tu vois? J'ai toujours cette peur-là. Alors que j'ai plein d'amis qui sont hommes hétéros et qui m'ont prouvé plein de fois qu'il n'y avait pas de raison, en fait. Mais ça laisse quand même ce stigmate-là. Et dans tes relations amoureuses, est-ce que ça a eu un impact aussi? J'ai une espèce de dépendance affective, j'ai peur de l'abandon, donc ça peut aussi être très prenant pour la personne avec qui je suis. Mais après, en vrai, niveau relation amoureuse, je pense pas que ça ait trop impacté. En vrai, c'est... Et après, j'ai mis un mot sur mon harcèlement scolaire, par exemple, très tard. Sur le moment, j'étais pas harcelé pour moi. J'étais juste, les gens m'aiment pas, tu vois. C'est après que j'ai compris que oui, mais enfin, c'était quotidien, et ça ne s'arrêtait jamais. Et que j'ai mis un mot dessus. Mais du coup, j'en ai pris conscience, j'étais déjà avec mon chéri actuel, j'étais déjà avec Nico. Donc, tu vois, c'était il y a peut-être 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Le harcèlement, c'est quelque chose dont tu as déjà parlé sur les réseaux ou pas? Pour le coup, il y a une vidéo YouTube qui existe de moi, qui est affreusement montée, mais bon, là, pour le coup, c'est juste... C'est le message qui est important. Voilà, c'est ça. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises sur TikTok. Après, je ne veux pas non plus que mon contenu devienne que ça. Ouais. Donc, j'en parle, et en fait, Là, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. Et d'ailleurs, j'essaye de faire une piqûre de rappel 1 ou 2 fois par an pour dire, je suis là. Je peux pas recueillir forcément tous les témoignages. Parce que à chaque fois que je fais une piqûre de rappel là-dessus, je reçois une grosse vague de témoignages en DM qui pour moi, pour moi c'est important de me montrer là pour ces personnes. Mais mentalement c'est compliqué. C'est lourd aussi de... C'est lourd, oui, c'est super lourd et parfois en fait, je lis mais je peux pas forcément répondre parce que j'ai pas forcément la capacité mentale de prendre tout ça pour moi. Donc je vais rediriger vers des numéros, je vais rediriger vers des associations, je vais rediriger même par un professionnel, un psychiatre. Et aussi, pour moi, c'est hyper important de démocratiser d'aller voir un psy, en fait. Ah oui, ça, je veux dire, dans le clic d'Alix, on est ouais, prêt. Non, mais c'est ça. Enfin, que ce soit... là, tu fais un peu la psy. Hein. On en parle tout le temps, mais quelqu'un qui t'aide, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec des psys, mais ça peut être aussi, tu vois, des gens qui quelqu'un de très proche. T'aider, mais en tout cas, que si tu as le besoin d'aller voir un psy, effectivement, de ne pas le faire, avoir honte. Et encore une fois, parce que peut-être que dans certaines éducations, on le fait pas, tu vois, il y a ce truc tu dois être dur, tu peux pas aller voir un psy, et je pense quand même que le fait que de plus en plus d'artistes, de créateurs de contenu, de gens exposés parlent de ça, ça peut aider aussi des gens à... Bien sûr. Parce que moi, alors, fun fact, ma mère est psychologue. Mais ça a toujours été, les personnes qui vont voir des psys, c'est des personnes qui ne vont pas bien mentalement. Alors, peut-être, mais en vrai, il y a beaucoup de monde qui va pas bien mentalement. Et tu vois, quand je vois des commentaires, même en ce moment, enfin même maintenant, que oh bah oui, tout le monde a un TDAH, tout le monde est autiste, tout le monde a des problèmes, gna gna gna. Mais oui, peut-être que les gens en fait en prennent juste plus conscience. C'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est juste que ils le manifestent. Voilà, ils se sentent plus légitimes. Et en fait, maintenant, on a des mots là-dessus, on peut mettre des mots là-dessus, et que c'est ok, tout le monde a ses problèmes et tout le monde les gère à sa manière en fait. Et aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, je vais bien. Je pense que mon moi enfant, adolescent, s'il me voyait, je pense qu'il serait content de se dire ce que je suis devenu, quoi. J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que le Thomas d'aujourd'hui dirait au Thomas qui avait 12 ans, qui était au collège, où c'était encore un peu compliqué? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais de faire comme il le ressent. Et c'est exactement ce que j'ai fait au final. J'ai toujours suivi mon instinct, mais peut-être de penser plus à lui. De pas toujours vouloir le bien-être des autres pour que en fait, en se délaissant soi-même, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours voulu que les gens autour de moi soient bien. Et parfois, j'avais tendance à oublier que moi aussi, c'est important que je sois bien, tu vois. Donc maintenant, j'en ai conscience, mais ça a pris du temps. Mais je pense que je dirais à ce petit Thomas,
continue sur la lancée, tiens bon, ça passera. Et puis je pense qu'en vrai, tu l'auras ta vengeance. Parce qu'en vrai, tu sais, ça peut paraître être que des chiffres, et je sais que pour beaucoup de personnes, il y en a plein qui comprennent pas, mais tu sais, j'ai presque 2 millions de personnes qui me suivent et qui m'aiment. Quand j'ai écrit le chiffre, j'ai fait 1,7 million, c'est énorme, 1,7 million. C'est énorme. Personnes qui un jour ont cliqué sur suivre. Et là, on parle que sur TikTok, parce que si on parle tout réseau confondu, t'es à plus de 2 millions, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me dis, bon, c'est quand même que tu dois pas être quelqu'un de complètement horrible. Oh non, moi j'ai adoré qu'on mange des hot dogs à New York ensemble. Vraiment, on a passé un excellent moment. Bien sûr, mais... Mais non, mais c'est sûr, quand en plus t'es construit, où on te rappelle les choses, parce qu'il y a aussi la répétition, et c'est tout le... Je pense toute la perversité aussi du harcèlement, c'est que c'est tellement quotidien, et que tu finis par toi-même te convaincre. Et c'est pour ça que tu disais que c'est important qu'on comprenne que ce n'est pas toi le problème, le harcelé. C'est parce qu'à force, tout le temps, on te répète des choses. Donc forcément, ça te conditionne dans quelque chose qui est horrible. Ouais. Mais ça dit, je suis fier, c'est un mot que j'ai du mal à utiliser, hein, mais je suis fier de ce que je suis devenu. Et en plus, moi maintenant, là, je suis vraiment dans l'optique de prendre tout le positif, quoi. Ouais. Genre vraiment, le positif, je le prends, mais à bras ouverts, je me pose beaucoup moins de questions qu'avant. Quand je prends ces presque 4 dernières années, depuis que j'ai commencé les réseaux, tout ce que j'ai vécu, des choses que j'aurais jamais cru vivre. C'est quoi le truc le plus ouf que t'as vécu ? Alors, ça dépend. En fait, tu sais, je fonctionne un peu par catégorie. Tu vois, j'ai la catégorie rêve. Tu vois, moi, aller voir Beyoncé aux États-Unis, tu vois. Je suis allé voir Beyoncé à New York. Il y a ce truc-là. Et il y a aussi ce truc, pour moi, qui est quand même le truc le plus ouf que j'ai vécu. Quand j'étais gamin, j'étais fan de Buffy contre les vampires. Genre, vraiment, c'était, mais même encore maintenant, c'était vraiment toute ma vie. C'est-à-dire que pour moi, les vampires... Et pour le coup, il y avait vraiment un parallèle fait avec mon collège. C'est-à-dire que les vampires étaient les harceleurs, moi, j'étais Buffy. Et il faut que je leur pète les dents à ces gens-là, tu vois. Et l'année dernière, on m'a proposé d'aller au festival Cannes Série pour rencontrer Sarah Michelle Gellar, qui est donc l'actrice qui joue Buffy. Et vraiment... J'étais heureux, j'étais le plus heureux du monde. Hein. Je suis arrivé à Cannes, j'avais des étoiles plein les yeux. Et j'ai eu une réaction. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est filmée. Mais quand ils ont ouvert la porte et que j'ai vu Sarah Michelle Gellar, j'ai fondu en larmes comme un gamin. Comme le gamin que j'étais à ce moment-là. Merci. Et pour moi, c'était le truc le plus ouf que j'ai vécu, enfin le plus ouf émotionnellement. Bien sûr, après j'ai rencontré plein de gens. Maintenant, quasiment la plupart de mes amis viennent des réseaux. Alors, ce sont pas forcément créateurs de contenu, mais qui travaillent dans ce milieu-là que j'ai rencontré comme ça. J'ai pu discuter avec Jean-Paul Gaultier, j'ai pu discuter avec Eddie de Pretto, j'ai pu rencontrer tous les youtubeurs que j'adore, que je regarde depuis des années, et je suis sur le canapé d'une de ces personnes-là aujourd'hui, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable, tu vois. Et de me dire que j'aurais jamais cru dans ma vie vivre tout ça, c'est incroyable, c'est trop bien. Et t'as confiance en toi aujourd'hui ? Non. J'irai pas à dire jusque-là, mais je prends confiance en moi. Je m'écoute plus. Qu'est-ce qui fait ta valeur ? Qu'est-ce qui fait que t'es un mec bien ? Qu'est-ce qui fait que je suis un mec bien ? Ouais, vas-y, tu vas t'auto-congratuler. Je pense que j'ai un sens de la justice qui est plutôt bon. C'est-à-dire que je déteste tout ce qui est injuste. Ça me rend dingue. C'est vraiment, ça me rend malade. Je pourrais vomir, hein, tellement ça me rend dingue. J'ai besoin que les gens soient bien autour de moi, et je pense que je suis à l'écoute. Je pense que je suis très empathique. Donc je pense qu'en vrai, ça fait qui je suis aujourd'hui, et ça fait ma valeur. Ouais. Comme c'est difficile de savoir, de s'auto-évaluer, de s'auto-congratuler, j'ai demandé à la personne la plus proche de toi de me dire quelle était, selon lui, ta plus grande qualité. Quelque chose que nous, en tant que spectateurs de Monsieur Thomas, on ne connaît pas de Thomas. Ok. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il a pu me dire ? Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, clairement, qu'est-ce que nous, on ne perçoit pas de Monsieur Thomas sur les réseaux et que lui, au quotidien, perçoit en étant ton chéri ? Je pense que ça doit quand même se regrouper avec ma sensibilité ou mon empathie. C'est pas loin. Et en plus, tout à l'heure, t'en as parlé. Alors, Alix, pour répondre à ta question, je pense que c'est son altruisme. Ouais. Ça se voit pas sur les vidéos. Même s'il est 100% sincère sur ses vidéos, 100% honnête, bien qu'il soit quand même plus calme de temps en temps à la maison, et heureusement, c'est quelqu'un de très altruiste. Demain, un de ses potes, un de ses amis l'appelle parce qu'il est en difficulté, il peut être sûr que Thomas va répondre présent, et je trouve que c'est une très belle qualité humaine, c'est une qualité humaine indispensable même, et je suis très fier de savoir que lui, il a cette qualité-là.
Ah, je vais pleurer. Hein. Oh non. Non, mais oui, je m'en doutais qu'il allait dire ça. Je m'en doutais. Ben en vrai, pour moi, c'est genre c'est le plus beau des compliments qu'on me dise que je suis comme ça. Genre vraiment. Vous avez une belle relation avec Nico. Ouais, je suis content de... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est dans notre 11e année. Oh, les tarons. Ouais, on était des enfants, en fait. Enfin, on était limite des adolescents. J'avais 20 ans quand on s'est mis ensemble. C'est ta première grosse relation? J'avais une relation de 6 mois avant, qui pour moi était une grosse relation. Enfin, je veux dire, quand t'as 20 ans, 19-20 ans, c'était énorme. Mais oui, là, du coup... Puis c'est une relation qui est complètement différente. Quand on s'est mis ensemble, on a eu cette relation fusionnelle qu'on a tous au début. Et on a évolué au fur et à mesure, tu vois, dans le temps. Maintenant, on est... c'est mon ami, c'est mon amant, c'est la personne avec qui je partage tout et en même temps des choses avec qui je partage pas. On est souvent ensemble, mais on est aussi souvent pas ensemble parce qu'on a aussi... beaucoup notre indépendance. On fait plein de choses séparément. On se retrouve le soir, bien sûr, mais on n'a pas forcément les mêmes amis. Et je pense qu'on a une confiance l'un envers l'autre qui fait que on est complètement libre et on est complètement désangoissé dans notre relation. Ça, évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des très très bas. Sur 11 ans, hein, bien sûr, il y a eu des moments où c'était très compliqué, mais... on a toujours su se relever et à chaque fois on se relevait plus fort, quoi. Donc c'est important. T'imagines, c'est un tiers de ta vie. Ouais, c'est ouf. Hein. Que t'as vécu avec ton mec, c'est ouf. Mais parfois, en fait, je me fais ce rapport. Je me dis entre le temps que j'ai passé avec lui, si je le mets à avant, j'avais 9 ans. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est énorme. Ouais. Je te confirme. C'est ouf, hein. Et oui, c'est la personne qui me connaît le plus au monde. Je pense que je suis la personne qui le connaît le plus au monde. On va s'arrêter là-dessus. Trop bien. Est-ce que ça t'a plu? C'était trop bien. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Je sais pas. Là, franchement, j'ai l'impression d'avoir raconté toute ma vie. On a tout balayé, c'est bon. C'était mes mémoires. La biographie. Ah oui, d'ailleurs, Thomas, l'homme de la dégustation. Oh oui. Quand j'ai écrit l'interview, j'ai écrit ça en intro, je vais envoyer, j'ai pas pu m'empêcher. Si vous connaissez pas Thomas, je trouve que ça décrit assez bien ce que tu fais sur les réseaux. Je mets tes réseaux sociaux juste là. Allez le suivre si vous le suivez pas encore. Et puis mettez-lui des petits likes, des petits commentaires si vous le avec plaisir. Suivez déjà. Mes réseaux juste là. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Toujours en toute bienveillance, évidemment. Thomas passera dans les commentaires. Oui, j'espère. Toujours. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un trop bon moment. Je suis ravie qu'on ait fait cette vidéo. Moi aussi, je suis trop content. Ouais, on vous fait des très très gros bisous. À bientôt. Ciao!